Bonjour. Alors, dans ma dernière vidéo du 5 août sur le flash crash dans le monde des finances, j'ai reçu une demande de vidéo dans les commentaires. David m'a demandé de faire une vidéo sur comment se préparer à un crash mondial, parce que j'y fais souvent allusion dans mes vidéos. J'ai trouvé cette question très pertinente et d'intérêt public, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour te répondre, David. D'ailleurs, j'en profite pour te dire un grand merci pour ton commentaire et ton implication et ton soutien et ta participation, etc. Voilà. N'hésitez pas à faire comme David, je réponds à tout le monde, pour le moment en tout cas. Alors, en ce qui concerne ta question, je dois te dire que déjà je suis pas conseiller financier, je suis pas trader professionnel, je suis encore moins lobbyiste, donc je ne peux pas te donner une réponse miracle, ça n'existe pas. D'autant plus qu'il doit exister autant de solutions qu'il n'existe de problèmes. Comme nous ne connaissons pas vraiment toutes les problématiques que nous pourrions rencontrer, je dirais qu'il est peut-être même pas vraiment possible de s'y préparer complètement. Cependant, avoir quelques gestes barrières ne peut pas faire de mal. Voilà. Alors, est-ce que cela nous sera utile dans le futur ? Je n'en sais rien, hein, mais pour ma part, je préfère mettre en place certaines mesures, même si elles ne me servent pas, plutôt que de regretter de ne pas les avoir fait si elles avaient pu m'être utiles. Donc dans cette optique, je n'ai pas de solution miracle à vous donner, je veux vraiment insister là-dessus, d'accord ? C'est vraiment très important. Par contre, je peux vous expliquer ce que moi je fais à titre personnel. Ça, c'est possible. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire que je vous partage comment moi je me prépare dans la vie, à vous de voir si ça résonne avec vous ou pas. Alors tout d'abord, avant de savoir quoi faire, il faut d'abord se poser et réfléchir à qu'est-ce qui pourrait arriver. Parce que ça pourrait être tout un tas de choses. Ça peut être une guerre, ça peut être un crash économique, ça peut être une guerre civile, ça peut être une pandémie, ça peut être tout un tas de choses et ça peut être aussi plusieurs choses en même temps. Ensuite, il faut comprendre qu'est-ce que ça implique. Et donc, on va se tourner vers le passé pour voir les solutions qui ont été apportées dans le passé. Et c'est seulement ensuite qu'on pourra penser à des solutions ou tout du moins à des actions qui pourraient limiter les dégâts. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qui pourrait arriver ? Le plus évident, ça serait un effondrement du système financier parce que ça, on est dû. Que ce soit maintenant, que ce soit dans 10 ans, on est dû pour que ça arrive. Donc c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est plutôt quand est-ce que ça va arriver. Ça pourrait aussi être des guerres à travers le monde, et puis on voit très bien ce qui se passe en Russie avec l'Ukraine. Là, le Moyen-Orient est une vraie poudrière, la Chine est une vraie poudrière, mais ça, ce n'est pas nouveau, ça fait des années que c'est comme ça. Sauf que là, on est vraiment au bord de l'explosion, la mèche a été allumée, mais la mèche, est-ce qu'elle est longue ou est-ce qu'elle est courte ? Est-ce qu'on parle de 2-3 ans ou est-ce qu'on parle de 10-15 ans ? Ça, j'en sais rien, mais c'est clair que ça s'annonce pas forcément très bien. Voilà. Ça pourrait aussi être des famines, des maladies, des changements climatiques majeurs. Ça peut être aussi un soulèvement de la population avec des guerres civiles, etc. Souvent, l'un entraîne l'autre. Alors voyons tout ça de plus près. Parlons de l'effondrement du système financier parce que à force de tirer sur la corde, va forcément finir par briser. C'est impossible qu'il en soit autrement, comme je vous le disais. Donc comme je le disais tout à l'heure, la question c'est pas est-ce que ça va arriver, mais plutôt quand est-ce que ça va arriver. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nécessiterait plusieurs heures de vidéo pour vous expliquer pourquoi la corde pourrait être sur le point de lâcher. Je vais donc juste prendre un exemple parmi tant d'autres. Je le souligne, je l'ai souligné dans mon texte, je vais le souligner à voix haute. Un exemple parmi tant d'autres, souligné en rouge. Donc on va prendre l'exemple le plus évident, c'est celui du dollar américain. Donc j'insiste, c'est juste un exemple, mais c'est selon moi le plus facile à comprendre et c'est aussi un des plus réalistes au regard de la géopolitique actuelle. Alors si les gens comprenaient réellement comment fonctionne notre système financier, ça ferait bien longtemps que les gens se seraient soulevés et qu'il y aurait eu des révoltes partout. Personne ne pourrait tolérer autant de mensonges et de manipulations. Mais bon, ceci est un autre sujet. Laissez-moi juste vous expliquer deux, trois trucs. Si je fabrique de l'argent dans ma cave, je vais en prison. Si je fraude les gens en promettant des rendements sur un produit financier, je vais en prison. Si je possède un magasin et que je prévends plus de stock que j'en ai en réalité, je vais en prison.
etc. Et ça vous semble normal à vous, parce que la loi, elle est faite comme ça, vous avez grandi dans cette culture, donc ceci vous semble normal. À moi aussi, du coup, ça me semble normal. Mais alors pourquoi est-ce que nos gouvernements, ils ont le droit de faire ça sans aller en prison ? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, et ceux qui le comprennent plus ou moins me répondent, parce que j'ai déjà discuté de ça avec un banquier, et je vous jure que sa réponse m'a halluciné, c'était il y a 6 ou 7 ans, et je suis encore scotchée de sa réponse, je m'en suis toujours pas remise. Quand je lui ai dit, mais pourquoi les gouvernements ont-ils le droit de faire ça ? Il m'a répondu, parce que ce sont les gouvernements, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Non mais ça va pas ou quoi la tête ? C'est nous le peuple, c'est nous qui sommes censés décider ce qu'on veut. Eux, ils sont censés être à notre service, pas l'inverse. D'accord ? Je voudrais vraiment rappeler ça. Alors, du coup, la question est toujours d'actualité. Pourquoi est-ce que eux, ils ont le droit de fabriquer de l'argent ? Ils ont le droit de prévendre plus d'argent qu'ils n'en ont. Pourquoi ils ont le droit de faire tout ça ? Ça n'a aucun sens. D'autant plus que c'est nous qui payons les conséquences de toutes ces conneries. Alors, pour comprendre pourquoi le dollar américain pourrait s'effondrer, il faut d'abord regarder son histoire et donc son rôle actuel dans le système financier mondial. Imaginez que le dollar américain soit comme un ticket repas dans un restaurant et que l'or soit le repas lui-même. Avant 1971, chaque dollar était soutenu par de l'or comme un ticket que vous pouviez échanger contre un repas garanti. Donc ça signifiait que pour chaque dollar en circulation, il y avait une quantité d'or équivalente stockée dans les coffres. Cette garantie donnait confiance aux gens parce qu'ils savaient que leur argent avait une valeur réelle, représentant une part tangible de l'or disponible. En 1971, les États-Unis ont abandonné cet étalon or. C'est comme si le restaurant avait décidé de distribuer des tickets repas à volonté sans avoir assez de repas en stock pour tout le monde. Les dollars sont devenus ce qu'on appelle de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que la valeur repose uniquement sur la confiance des gens plutôt que sur une ressource tangible comme l'or. Juste là, j'espère que vous comprenez à quel point c'est stupide. Mais bon, continuons. Depuis l'abandon de l'étalon or, le gouvernement américain peut imprimer autant de billets qu'il souhaite, un peu comme si le restaurant distribuait des tickets repas illimités sans avoir suffisamment de nourriture en stock. Donc cela conduit à une dévaluation de la monnaie, parce que plus il y a de dollars en circulation, moins chacun a de valeur. C'est comme si avec de plus en plus de tickets, la valeur de chacun diminuait, surtout qu'ils ne sont plus garantis par un repas. Imaginez que vous avez un verre de sirop concentré, représentant la valeur initiale du dollar. Au départ, le sirop est épais et riche en saveurs, tout comme le dollar était fortement soutenu par l'or. À chaque fois que vous ajoutez de l'eau, alors dans ma métaphore, l'eau représente l'impression de billets, le sirop devient de plus en plus dilué, perdant sa couleur et sa saveur. De même, à chaque fois que de nouveaux billets sont imprimés sans une augmentation correspondante de la valeur réelle, eh bien le dollar perd de sa puissance d'achat. Et plus le verre se remplit d'eau, plus le goût s'affaiblit, symbolisant la perte de valeur du dollar à mesure que l'offre de monnaie augmente. L'inflation survient alors lorsque le niveau général des prix augmente, réduisant ainsi le pouvoir d'achat de la monnaie. Avec plus de dollars, donc dans mon exemple ce sont les tickets restaurants en circulation, la demande pour les biens et services, donc dans mon exemple ça c'est représenté par les repas, augmente, ce qui pousse les prix à la hausse. Plus il y a de dollars en circulation, moins chaque dollar permet d'acheter des biens et des services. Vous avez besoin de plus de dollars pour obtenir le même produit qu'avant, ce qui réduit le pouvoir d'achat des consommateurs. Les entreprises peuvent alors augmenter les prix pour compenser les coûts qui sont eux-mêmes plus élevés pour leur production, et les matières premières aussi, ce qui alimente encore plus l'inflation. Si les gens s'attendent à ce que les prix continuent d'augmenter, ils sont plus enclins à dépenser rapidement leur argent, ce qui accélère le cycle inflationniste. C'est un petit peu le même principe quand il y a des soldes. Vous dites, vous ne voulez pas rater l'occasion, vous voulez l'acheter tout de suite, donc vous dépensez votre argent tout de suite. C'est un peu le même principe. Si vous savez que votre argent va perdre sa valeur, vous êtes enclin à acheter tout de suite pour vous protéger. C'est la même chose avec les dollars, avec votre argent. Si vous savez que votre dollar va se déprécier, qu'il va perdre de sa valeur, vous avez
automatiquement, pour ceux qui sont dans les finances en tout cas, le réflexe d'aller mettre votre argent dans des choses de valeur qui vont s'apprécier avec le temps et non pas se déprécier, comme de l'immobilier, de l'or, etc. Donc vous dépensez votre argent. Donc quand les gens réalisent que leur ticket repas, donc le dollar, ne garantissent plus un repas, eh bien ils se précipitent pour échanger leur ticket dès que possible. Plus ils perdent confiance, plus ils cherchent à sécuriser leur repas, ce qui accélère la dévaluation des tickets et crée une inégalité où seuls ceux qui échangent tôt peuvent obtenir quelque chose de valeur. Le dollar a longtemps été la langue universelle du commerce mondial, ou commerce international. Il est utilisé comme une référence pour les échanges internationaux. Un effondrement du dollar signifierait que cette langue universelle perdrait tout son sens du jour au lendemain. Mais ce qui s'ensuit va être catastrophique du coup. Bah oui, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'un effondrement du dollar. Un effondrement du dollar, ça signifie que la valeur du dollar chuterait de manière drastique, perdant la confiance des investisseurs, des gouvernements et des entreprises du monde entier, pour ne citer que. Le commerce mondial serait donc gravement perturbé parce que le dollar est utilisé comme la principale monnaie d'échange pour de nombreux biens, notamment le pétrole. Le pétrole est principalement échangé en dollars américains. C'est une pratique connue sous le nom de pétrodollar. Si le dollar s'effondre, les pays producteurs de pétrole pourraient exiger le paiement dans d'autres devises, forçant ainsi une réorganisation des systèmes du commerce mondial. Cela créerait un chaos dans les transactions internationales parce que les pays devraient trouver une nouvelle monnaie fiable pour leurs échanges, augmentant les coûts et les complexités des transactions. Et là, je vous fais grâce des embargos, des punitions, Bon bref, là on fait très simple, ok ? Les États-Unis, en tant que principal émetteur de dollars, feraient face à une crise économique majeure, un peu comme un château de cartes qui s'effondre complètement. Et comme chacun le sait, ce qui se passe aux États-Unis finit toujours par avoir des conséquences dans le monde entier. Une telle crise pourrait provoquer une hausse rapide des taux d'intérêt, une inflation galopante et un effondrement du marché boursier, menant à une récession profonde. Cela pourrait également entraîner des récessions dans d'autres pays, comme je vous l'ai dit, surtout ceux qui dépendent fortement du dollar pour le commerce. De nombreux pays, notamment les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, cherchent activement à réduire leurs dépenses au dollar. Alors c'est pas seulement une question de confiance dans le dollar, bien qu'ils sachent que sa valeur réelle est de plus en plus remise en question, ils sont pas débiles et c'est pour ça aussi qu'ils veulent échapper au dollar. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que cette décision est aussi hautement stratégique. En sortant du système basé sur le dollar, il vise à affaiblir l'hégémonie économique des États-Unis et donc à réduire leur influence géopolitique. C'est une forme de guerre, enfin c'est pas une forme, c'est une guerre. Historiquement, le contrôle du dollar a permis aux États-Unis d'imposer des embargos, de manipuler les marchés financiers mondiaux et d'exercer des pressions économiques sur d'autres nations, pour ne citer que ces quelques petits exemples. Le dollar étant la principale monnaie d'échange, il confère aux États-Unis un pouvoir disproportionné pour dicter les règles du commerce international. Cela s'accompagne également de la menace qui est toujours présente de la puissance militaire américaine, qui est très difficile à contrer par des moyens conventionnels. C'est pour ça que s'attaquer aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple de le faire d'un point de vue économique que de le faire d'un point de vue physique. Ils ont une armée bien trop puissante. Cependant, les BRICS et d'autres pays ont identifié cette faille donc dans l'armure apparemment invincible des États-Unis, qui est l'économie. S'attaquer à l'économie américaine en s'éloignant du dollar est une approche plus accessible donc, et potentiellement plus dévastatrice. C'est le talon d'Achille des États-Unis. Après tout, pourquoi affronter directement Goliath, qui est plus grand et plus fort, quand une stratégie plus subtile et plus réfléchie pourrait le faire tomber plus efficacement ? Le problème, c'est que faire tomber Goliath, ça va entraîner une chute dans le monde entier. Quand il va tomber, Goliath, il va écraser tout le monde. En créant leur propre système d'échange et en utilisant leur propre monnaie ou d'autres devises pour le commerce international, eh bien ces pays réduisent la demande pour le dollar, sapant ainsi sa position dominante. En affaiblissant le dollar, eh bien ils espèrent ébranler l'économie américaine et par extension réduire la capacité des États-Unis à exercer leur pouvoir à l'échelle mondiale.
Donc c'est effectivement une stratégie qui pourrait à terme renverser la balance du pouvoir global. En contournant le dollar, les BRICS et d'autres nations cherchent à construire un monde multipolaire où l'influence des États-Unis est diminuée. Cette approche est non seulement une réponse à la perte de confiance dans la valeur du dollar, mais aussi une tentative concertée de vaincre Goliath par des moyens économiques plutôt que militaires. Donc si le dollar s'effondre, eh bien, cela déclencherait une crise économique majeure aux États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale. Les conséquences de cet effondrement seraient nombreuses et interconnectées, entraînant un effet boule de neige qui pourrait toucher tous les aspects de notre vie quotidienne. Quand le dollar perd de sa valeur, la confiance dans l'économie américaine et mondiale diminue, comme on l'a vu. Les investisseurs paniquent et retirent leur argent des marchés, provoquant une chute des valeurs boursières. Cela signifie que les entreprises perdent de l'argent et pour compenser, eh bien, elles vont licencier des travailleurs, ce qui augmente le chômage. Et avec plus de personnes sans emploi, la consommation diminue, ce qui aggrave encore plus la crise économique. Pour tenter de stabiliser le dollar, les États-Unis pourraient augmenter les taux d'intérêt, ce qui rendrait le coût des emprunts plus élevé. Cela signifie que les gens auraient plus de mal à obtenir des prêts pour acheter des maisons ou des voitures, et les entreprises auraient du mal à financer leurs opérations. Cette situation ralentit l'économie car les gens dépensent moins d'argent, ce qui entraîne une augmentation du chômage, une baisse des revenus pour tout le monde, etc. Sans parler de l'augmentation des coûts de production pour les entreprises qui se reflètent sur le prix de vente. Bref, c'est un cercle vicieux dans lequel on ne peut pas sortir, parce qu'il n'y a pas de solution. À partir du moment où on dévalue une monnaie, on peut bien faire tous les efforts du monde, il n'y a rien qui va la ramener à ce qu'elle était. Sauf, peut-être, éventuellement, une chose qui pourrait marcher, c'est de nouveau garantir cette monnaie par quelque chose de tangible, comme de l'or, comme c'était le cas avant, ou comme certains politiciens américains le proposent avec les bitcoins. Où $1 correspondrait à sa valeur tangible en or ou en bitcoin, par exemple. Ou toute autre chose, mais que cet argent soit basé sur quelque chose, que ce soit des matières premières, des métaux précieux ou whatever, il faut que ce soit basé sur quelque chose, sinon c'est infini. C'est fabriquer de l'argent sans aucune valeur, donc c'est fabriquer du vide. Et plus ils prennent des mesures complètement absurdes, comme élever les taux d'intérêt, bref, toutes les mesures qu'ils ont prises ces 2 dernières années d'ailleurs, ça ne fait aucun sens, c'est complètement stupide. Un enfant de 4 ans est capable de comprendre que ça, c'est acheter du temps, c'est prendre les gens pour des cons, et ça ne change rien au problème. Ça ne fait que l'empirer. De plus, comme on l'a vu, la perte du dollar affecte également le commerce international, puisque le dollar est utilisé pour acheter et vendre des marchandises à travers le monde, y compris le pétrole. Si on enlève le pétrodollar et si le dollar donc s'effondre, les pays producteurs du pétrole pourraient exiger donc, comme on l'a vu, d'autres moyens de paiement, d'autres devises, donc qui rendraient l'achat de pétrole encore plus complexe et plus cher, et cela entraînerait une hausse des prix de l'énergie, ce qui augmenterait le coût de presque tout finalement, parce que le transport et la production dépendent de l'énergie. Les familles verraient leur facture d'énergie exploser, ce qui réduirait encore plus le pouvoir d'achat. Vous voyez, tout est interrelié. Et puis avec l'augmentation des coûts de la vie et du chômage, il y aura forcément des tensions sociales qui vont émerger. Les gens frustrés par la perte de leur emploi et l'augmentation des prix peuvent commencer à manifester, ce qui peut conduire à des émeutes et à des troubles sociaux. Parce que manifester, je suis gentille. Quand on crève la dalle et qu'on se retrouve du jour au lendemain à la rue, c'est pas manifester qu'on va aller faire, vous voyez, c'est beaucoup plus loin que ça qu'on va aller. Donc les gouvernements sous pression pour maintenir l'ordre, ils pourraient imposer des mesures strictes qui pourraient exacerber les tensions. La perturbation du commerce et l'augmentation des prix des denrées alimentaires pourraient entraîner des pénuries alimentaires, surtout dans les pays qui dépendent des importations pour nourrir leur population. Cela pourrait provoquer des famines, et en particulier dans les régions déjà vulnérables. Une pénurie de ressources de base peut aggraver les inégalités économiques et conduire à des conflits internes ou civils. Et alors si le climat vient jouer par-dessus un autre rôle et qui vient aggraver ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Ensuite, il y a aussi les maladies qui peuvent se propager plus facilement lorsque les gens n'ont pas d'accès à une alimentation adéquate et à des soins de santé de qualité. Une crise économique pourrait rendre les soins de santé moins accessibles parce que les gouvernements et les particuliers ont besoin d'argent pour financer les services médicaux. Cela pourrait entraîner une augmentation des maladies et une détérioration de la santé publique parce que quand un gouvernement va pas bien, la première chose qu'il fait, c'est de couper les services publics, de couper les budgets des services publics.
Et les hôpitaux font partie, tout ce qui est médecine fait partie des services publics. L'instabilité économique mondiale pourrait également augmenter les tensions géopolitiques. Les pays en difficulté pourraient entrer en conflit pour accéder à des ressources limitées, comme l'eau par exemple, ou la nourriture, des minéraux essentiels aussi. Les conflits pour le contrôle de ces ressources pourraient dégénérer en guerre entre nations menaçant la paix mondiale. En résumé, l'effondrement du dollar pourrait provoquer une cascade de problèmes interconnectés. Chômage accru, hausse de prix de l'énergie et des biens de première nécessité, troubles sociaux, augmentation des maladies, conflits géopolitiques, guerre civile, etc. Chaque problème alimente les autres, créant un cercle vicieux qui pourrait être difficile à briser, affectant des milliards de personnes à travers le monde. Alors vous dites, ouais mais t'exagères, ça c'est digne d'un film de scénario apocalyptique, t'exagères. D'accord, ok, j'exagère. Alors plongeons-nous dans le passé et regardons de plus près ce qui s'est passé déjà dans le passé. Toutes les grandes civilisations ont disparu. Elles ont eu leur heure de gloire, puis ont finalement disparu. Égyptiens, Grecs, Romains, etc., tous ont atteint un pic de non-retour. Prenons l'exemple par exemple de l'Empire romain, qui était l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire. À son apogée, Rome contrôlait une grande partie de l'Europe et du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cependant, elle a commencé à décliner en raison de plusieurs facteurs interconnectés. Une économie affaiblie par l'inflation, une dépendance excessive aux esclaves et aux ressources extérieures. Donc là, on parle de commerce international. Et une corruption généralisée au sein du gouvernement. Au fil du temps, l'économie s'est effondrée, provoquant des troubles sociaux, des famines, des invasions barbares, qui ont finalement conduit à sa chute. Prenons maintenant l'exemple des Grecs. Eux aussi, ils ont connu une période de grande prospérité avant de s'effondrer. La Grèce antique a été le berceau de la démocratie, de la philosophie, de la science. Donc c'était des personnes intellectuelles en Grèce, d'accord ? Mais des conflits internes, une économie affaiblie et des guerres constantes ont conduit à son déclin. Les ressources étaient épuisées, la confiance de son système politique s'est érodée et les tensions sociales ont augmenté, conduisant à sa fragmentation et à sa domination par des puissances étrangères. Et les Égyptiens alors ? Eh bien eux aussi ils ont connu leur avancée en matière de construction et d'agriculture. Eux aussi ils étaient loin d'être bêtes. Les Romains aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé mais ça coule de source. C'était toutes des civilisations extrêmement avancées en termes techniques, scientifiques, politiques. C'était toutes des civilisations très intellectuelles. Eh bien les Égyptiens c'est la même chose, ils ont également subi un effondrement progressif, des changements climatiques, une surutilisation des terres et une gestion inefficace des ressources, entre autres, ont entraîné une baisse de la production agricole, provoquant des famines et des troubles sociaux. L'Égypte, affaiblie, a finalement été conquise par des envahisseurs étrangers. Et le point commun de tout ça, on le voit à chaque fois, c'est les troubles sociaux. Alors ces exemples historiques montrent que même les civilisations les plus puissantes peuvent tomber en raison de crises économiques, de tensions sociales et de mauvais choix stratégiques. Les parallèles avec notre situation actuelle sont quand même assez frappants. Excusez-moi. L'effondrement du dollar pourrait déclencher une série de crises similaires, car les mêmes dynamiques sont à l'œuvre. La dépendance économique excessive, les inégalités croissantes et les tensions géopolitiques. Bien, alors maintenant que nous avons compris qu'est-ce qui pourrait se passer, faisons le tri. Si on regarde cet exemple, de quoi avons-nous besoin de nous prémunir finalement ? Parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Alors il faut qu'on se prémunisse de la dévaluation de l'argent, d'éventuellement d'une augmentation du chômage, d'une crise énergétique, d'une crise alimentaire, d'une crise sanitaire, de l'instabilité politique et sociale, d'une crise environnementale peut-être, de la dépendance technologique, de la crise de l'eau, etc. Alors voici ce que moi je fais pour me prémunir de tout ça. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, on ne sait même pas si ça va arriver de notre vivant, il y a de fortes chances, malheureusement. Mais bon, j'ai pas de boule de cristal, donc voici ce que moi, et je souligne le moi, je fais à titre personnel. Pour la dévaluation de l'argent et de la crise économique, eh bien, j'investis dans plusieurs actifs différents mais complémentaires les uns les autres. Les valeurs refuges comme l'or ou le bitcoin me permettent d'avoir des actifs qui gardent leur valeur, même en période d'incertitude.
Si la monnaie perd sa valeur, l'or et le bitcoin peuvent conserver ou augmenter leur valeur, ce qui me permet de vendre à profit et de préserver mon pouvoir d'achat. Les valeurs tangibles comme l'immobilier me permettent d'avoir des revenus stables, car les gens auront toujours besoin de se loger. Même si je dois réduire les loyers en temps de crise parce que personne ne pourra se les offrir, donc forcément il va y avoir une diminution des loyers, je continuerai quand même à percevoir des revenus locatifs, ce qui offre une sécurité financière. De plus, la valeur de mes propriétés peut augmenter avec le temps, me permettant de réaliser un profit si je décide de vendre un jour hors crise. Voilà. Mais même en tant que crise, c'est toujours de l'argent. Si j'ai besoin d'argent, j'ai toujours cette possibilité. Investir dans les métaux comme l'aluminium, l'acier, le palladium, le cuivre, le nickel, le zinc, ainsi que les métaux rares comme le lithium, le cobalt, et puis aussi les terres rares comme le néodyme, le dysprosium ou même le praséodyme. C'est pas facile à dire tout ça. Eh bien tout ça c'est stratégique. Ces métaux sont essentiels pour de nombreux secteurs industriels, y compris la fabrication d'électronique et de technologies vertes. Donc en période de guerre, ces actifs peuvent prendre de la valeur parce qu'ils sont indispensables à la production d'armes, par exemple, et de matériel militaire, mais pas que, c'est aussi indispensable pour toutes nos autres technologies. Le cuivre est particulièrement intéressant parce qu'il est sous-évalué et il joue un rôle crucial dans la fabrication des circuits imprimés et d'autres composants électroniques. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, la demande pour des technologies avancées telles que les GPU devrait augmenter. Ces technologies nécessitent du cuivre pour le câblage et la construction de circuits qui pourraient accroître la demande et la valeur du cuivre à l'avenir. D'autres matériaux sont indispensables pour l'intelligence artificielle. Par exemple, le silicium est fondamental pour la fabrication des puces électroniques et des semi-conducteurs, qui sont les éléments de base des ordinateurs et des appareils de traitement des données utilisés par l'intelligence artificielle. Les terres rares comme le néodyme ou le praséodyme sont utilisés dans les aimants des moteurs électriques et des disques durs. Le lithium et le cobalt sont essentiels pour les batteries lithium qui alimentent les serveurs et les appareils portables nécessaires au traitement et à l'exploitation de l'intelligence artificielle. Le graphène, bien qu'encore en développement pour certaines applications, est considéré comme un matériau prometteur pour l'amélioration des performances des dispositifs électroniques en raison de ses propriétés de conductivité exceptionnelles. Et ça, c'est que des exemples. Ça ne sert pas que à ça. Ça, c'est des exemples flagrants au regard de l'actualité actuelle. Donc, en investissant dans des actions ou des ETF liés à ces métaux, eh bien, je peux bénéficier de la hausse des prix en période de forte demande. Et puis aussi, la valeur de mes investissements peut augmenter, me permettant de réaliser un profit à la revente. De plus, certains de ces investissements offrent des dividendes réguliers, générant un revenu passif, même en période de crise. En investissant dans des céréales comme le blé, le maïs, le riz, etc., eh bien, je peux profiter de la stabilité de la demande alimentaire mondiale. Les actions dans l'agroalimentaire ou les ETF agricoles peuvent offrir des rendements réguliers sous forme de dividendes aussi, et leur valeur peut augmenter en période de pénurie alimentaire, me permettant de vendre à profit éventuellement. Parce que ce sont des matières premières, encore une fois, c'est la même chose, les gens auront toujours besoin de manger. C'est le même principe pour les énergies comme le pétrole, le gaz naturel et les énergies renouvelables. La valeur de ces investissements peut augmenter avec la demande énergétique ou des restrictions comme on l'a vu avec l'Ukraine. Mais ça, c'est le même principe pour tout. C'est-à-dire que pensez qu'on fait du commerce mondial et on dépend trop, comme les Romains, du commerce mondial. Donc à partir du moment où il y a des guerres, des embargos, toutes ces conneries, eh bien du coup, comme on l'a vu avec l'Ukraine, qui est un exemple vraiment qui s'est déroulé sous nos yeux très récemment, là vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant, eh bien vous voyez que si la Russie refuse de vendre son gaz, ou qu'elle refuse de vendre ses matières premières comme le blé, etc., alors que tous les autres pays dépendent de ça parce que c'est eux qui le vendent en grande partie, ils ont vraiment la domination là-dessus, en tout cas pour l'Europe, etc. Alors ça dépend, prenez pas pour argent comptant, ça dépend de tout un tas de trucs, mais je veux juste vous montrer qu'une grande puissance qui, comme la Chine par exemple avec tout ce qui est métaux rares, etc., terres rares je veux dire, s'ils décident du jour au lendemain d'arrêter de nous vendre ça, est-ce que vous vous rendez compte, on est dans une sacrée merde. Et ça nous pend au nez, c'est ce qui va arriver d'ailleurs. C'est un moyen de pression en temps de guerre. Et donc du coup, eh bien forcément, les prix vont exploser à la hausse parce que les quantités, elles, vont diminuer. Donc ça devient rare et ce qui devient rare devient cher.
Donc en investissant dans ces actifs diversifiés et essentiels au bon fonctionnement de la société, eh bien je peux créer un portefeuille qui génère des rendements même en temps de crise. J'ai aussi fait en sorte de diminuer mes dépenses en devenant autonome dans mes besoins essentiels. Mais on verra ça un peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, pour me prémunir du chômage, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai choisi d'être mon propre patron et d'avoir un travail qui me permet de travailler n'importe où et quelles que soient les conditions extérieures. J'ai également mis en place plusieurs sources de revenus comme le trading, les investissements, la vente de produits et de services, ainsi que la vente de plusieurs livres, du coaching privé, etc. Donc si l'un de ces revenus fonctionne moins bien, eh bien l'idée c'est qu'il puisse être compensé par un autre pour que j'ai presque tout le temps un revenu qui puisse se faire. Et donc du coup je m'adapte à l'offre et à la demande, je m'adapte à ce que les gens ont besoin, je suis ouverte à tout et c'est pour ça que mes services changent régulièrement et je peux même reprendre d'anciennes activités, etc. Donc j'ai fait en sorte d'avoir plusieurs cordes à mon arc pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ensuite, pour me prémunir d'une crise sanitaire, j'ai appris à me soigner toute seule pour de nombreuses affections. Alors bien sûr, pour les blessures traumatiques comme un bras cassé par exemple, c'est évident que j'aurai besoin d'aide médicale et que je vais aller à l'hôpital, c'est sûr. Mais pour beaucoup de maladies basiques, je peux gérer ça toute seule. J'ai également un jardin médicinal avec des plantes essentielles qui couvrent un large spectre de besoins comme les anti-inflammatoires, les analgésiques, les antibactériens, antifongiques, antiviraux, etc. Depuis plus de 24 ans, je m'efforce d'être la plus autonome possible afin de ne pas dépendre des infrastructures sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Passer 12 heures aux urgences dans une salle d'attente parce que j'ai la crève et que finalement on me donne de l'ibuprofène, non merci. Je préfère aller dans mon jardin médicinal, récupérer telle ou telle plante, me faire une infusion et merci, bonsoir, c'est réglé. Pour tout le reste, que ce soit pour réduire mes factures, pallier certains aspects d'une crise sanitaire comme une eau contaminée par exemple, ou faire face à l'instabilité politique et sociale, ou même à une crise environnementale comme une pénurie d'eau ou de nourriture, eh bien j'ai choisi de vivre en autonomie. Je vis au milieu des bois, loin de la ville, à l'abri des éventuelles émeutes, couvre-feu et autres lois radicales, pouvant servir en temps de crise, bien sûr. J'ai du bois à profusion pour me chauffer au besoin. J'ai un jardin annuel avec l'hydroponie qui me permet non seulement de me protéger d'une crise sanitaire ou alimentaire, mais aussi de réduire mes dépenses. Du coup, eh bien, en diminuant mes dépenses, j'ai besoin de gagner moins d'argent, c'est mathématique. Ce qui implique donc que je n'ai pas besoin de me stresser à trouver de l'argent. Je ne paye pas d'électricité, je ne paye pas d'eau, je ne paye pas d'hypothèque, je ne paye pas de médicaments, je ne paye pas de bois pour le chauffage, je ne paye pas la nourriture. Donc dans ces conditions, eh bien, je peux rester un moment sans gagner des mille et des cents. Je ne subis pas de pression. Comme mentionné, je ne suis pas connectée au réseau électrique, donc je dépends entièrement des énergies renouvelables pour m'alimenter en électricité. J'ai un puits artésien très profond et j'ai choisi de vivre en plus dans un pays où le manque d'eau ne sera, à mon avis, pas vraiment un problème. 6 mois de neige par an, ça rend flou les nappes phréatiques chaque année. Et le froid permet aussi de limiter l'évaporation de cette eau. Et puis ça a une autre utilité, ça conserve les aliments, donc ça réduit mon besoin de consommation énergétique. Et donc électrique. Voilà, vous savez tout. Voilà comment je me prémunis d'une éventuelle crise majeure qui pourrait subvenir dans les prochaines années. Alors pour être totalement transparente, je vous ai parlé de toutes mes solutions, mais toutes ne sont pas encore effectives. J'ai commencé à me former à tout ça depuis 2001. Puis j'ai fait des tests et des erreurs avant de pouvoir enfin mettre en pratique toute cette expérience. J'ai acheté ma maison en 2022 et depuis je mets tout en place tranquillement mais sûrement. Par exemple, ma maison n'est pas encore terminée et les jardins ne sont pas encore en place. Alors si on regarde le graphique de Banner, de Samuel Banner qu'il a fait il y a très très longtemps, en 1875, il a quand même un taux de réussite qui avoisine les 70%, donc c'est quand même pas négligeable, mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas 100% de réussite, donc ça veut dire qu'il n'a pas forcément raison. Mais si on regarde son graphique, il nous a averti d'un petit ralentissement éventuel entre 2026 et 2032 et éventuellement une panique vers 2035. Donc
Bah, je sais pas, hein, je ne sais pas ce qu'il en est, je n'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, il a que 70% de taux de réussite. Mais moi, personnellement, j'ai un très mauvais pressentiment pour 2027-2028. Alors bien évidemment, pour arriver à quelque chose de mauvais en 2027, il faut que ça commence avant. C'est pour ça que j'ai parlé de fin 2025, peut-être même plutôt 2026, pour que les choses se mettent en place par la suite. Mais je n'en sais rien, là c'est vraiment de l'intuition, c'est au regard de ce qui se passe, je vois les choses qui se mettent en place, mais tout peut changer, ça ne veut absolument rien dire, voilà. D'autre part, je vous ai dit dans quoi j'investissais, mais bien évidemment j'investis dans tout un tas d'autres choses, hein. Je fais des cryptos, j'ai d'autres actions, etc. Ça n'a rien à voir. Là, je vous ai juste parlé de certaines choses qui peuvent marcher dans certains types de cycles, parce que suivant où on est dans le cycle, il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Donc ça, c'était juste pour se prémunir, mais ça ne m'empêche pas de faire autre chose à côté. Voilà. Maintenant, retour à la vidéo, je voulais juste faire cette petite aparté parce qu'elle me semblait importante. J'ai dû faire un choix en 2022 entre payer ma maison intégralement ou acheter des actions. Parce que au Canada, c'est très compliqué de trouver une assurance pour une maison qui n'est pas finie et en plus qui est autonome, autant dire que c'est même mission impossible. Et si on n'a pas d'assurance, eh bien on ne peut pas faire de prêt et donc d'hypothèque. Donc si vous voulez vivre dans une maison autonome, eh bien en gros c'est démerdez-vous, payez tout ça en cash. Donc j'ai dû faire un choix, j'ai dû récupérer tous mes biens, j'ai vendu mes biens immobiliers, etc. pour pouvoir acheter ma maison autonome, 100%, sans avoir aucune hypothèque. Je me débrouille par moi-même, elle est entièrement payée et je fais les travaux au fur et à mesure. Donc, j'ai dû faire un choix personnel à ce moment-là. Soit c'était mes investissements, soit c'était ma maison, mais j'ai opté pour l'investissement de la maison, parce que je me dis qu'avoir un toit, c'est en temps de crise, c'est quand même toujours plus efficace que d'avoir des actions. Mais une fois les travaux finis, eh bien, je réinvestirai dans tout ce dont je vous ai parlé parce que je crois fortement que c'est des choses qui peuvent nous aider. Voilà, alors maintenant vous savez qu'il existe des solutions, mais qu'elles ne se mettent pas en place du jour au lendemain. J'ai acquis des connaissances pendant 25 ans, je les ai testées pendant une petite décennie, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup appris, et maintenant, depuis 2 ans, je les mets en action. Rome ne s'est pas fait en un jour. Si cette crise vous fait peur, commencez dès maintenant à passer à l'action. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre ce qui pourrait se passer pour trouver des solutions adéquates. Donc pour résumer, il faut diminuer vos dépenses. Vous assurer d'avoir un revenu même en temps de crise. Être autonome en alimentation, en énergie et en santé, qui sont les besoins primaires dont nous avons tous besoin pour survivre. Alors cette vidéo peut faire peur, j'en conviens, mais c'est pas le but. Le but, c'est au contraire de vous montrer qu'il existe toujours des solutions à condition, comme d'habitude, d'avoir les connaissances nécessaires, d'être organisé, de savoir gérer ses émotions et de passer à l'action. C'est exactement comme les 4 piliers fondamentaux de l'investissement que j'enseigne à mes étudiants dans mon groupe privé. Alors ne virez pas fou, ce n'est pas le but, personne ne parle de fin du monde, nous parlons simplement d'une crise économique qui finira par passer avec le temps, comme ça a toujours été le cas, voilà, ok? Pour toutes les civilisations d'ailleurs, et la nôtre inclus. On parle vraiment d'une petite crise économique qui va nous faire tanguer un peu et ça va être désagréable, j'en conviens, mais si vous êtes préparés, ça sera moins désagréable. Donc le monde risque d'être secoué dans les années à venir, mais c'est rien que nous n'ayons déjà connu. Ça pouvait être difficile comme en 1929, mais c'est pas insurmontable. Tout le monde n'est pas mort en 1929, d'accord? Donc j'ai choisi de me simplifier la vie, moi, parce que c'est dans ma nature. Moi, j'aime pas les choses compliquées. J'ai pas envie de me faire chier dans la vie quand je peux avoir les moyens de me simplifier la vie. Voilà. Mais ça signifie pas que ceux qui ne l'ont pas fait vont disparaître. Je vous rappelle que nous parlons simplement d'une crise économique. Voilà. Alors voilà David, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésitez pas à partager votre opinion sur le sujet d'ailleurs et surtout vos idées pour vous prémunir d'un crash. Parce que comme je l'ai dit, il existe énormément de solutions. Je vous ai donné que quelques exemples, mais j'aimerais beaucoup que vous me proposiez d'autres pistes. Parce que j'ai pas la science infuse et ça pourrait nous être utile à tous. Sur ce, eh bien j'ai envie de dire bon courage à tous. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!